Ils sont passionnés. Quand ils parlent de leur métier, ils ont les yeux qui brillent. C'est mon métier, ma passion. Contrairement à la première émission, je me trouve pas du tout dans un sous-sol froid, etc. Je suis dans un lieu plein de chaleur. Je suis dans la tour des Horizons et je suis au 16e étage. Et je découvre, c'est la première fois que je suis dans la tour des Horizons, je découvre Touraine. C'est magnifique. Je suis toujours avec Nathalie. On boit, c'est quoi qu'on boit ? Une façon pina colada avec de l'ananas et de la noix de coco. C'est magnifique. C'est très bien. Et on va continuer de découvrir le métier de Nathalie. Et en particulier, on va essayer de savoir quel est son cursus professionnel et sa formation. Pour être thanatopracteur, c'est un diplôme d'État. En fait, n'importe qui ne peut pas l'être. Il y a un diplôme à passer où il y a d'abord une formation théorique. Vous allez dans une école pour passer votre formation, pour apprendre en fait la théorie. Vous passez un examen théorique où il y a à peu près chaque année, je sais plus le nom, mais peut-être 400 ou 500 personnes à se présenter pour 60 élus, parce qu'en fait il y a un numerus clausus. Et une fois qu'on est accepté à la théorie, on a le droit de partir en stage pratique pendant 6 mois, en fait, avec un thanatopracteur qui vous sert, ou plusieurs d'ailleurs, qui vous serviront de maître de stage, qui vont vous apprendre le métier pratiquement. Ensuite, vous passerez un examen pratique et il faudra attendre de nombreux mois encore, parce qu'en fait, toute la France le passe en même temps. On attend que toute la France l'ait passé avant de publier les résultats. Et il faudra, une fois que même votre école a publié votre résultat positif, attendre généralement 1 à 2 mois pour que votre nom soit publié au bulletin officiel, l'ancien journal officiel de l'État, et que vous ayez enfin le droit d'exercer votre profession. La dernière émission, on a eu une anecdote joyeuse et j'aurais voulu que tu nous racontes une anecdote qui n'est pas triste parce que tu me l'as racontée, donc je la connais, moi qui est pleine d'espoir et également pleine d'humanité, et je trouve qu'elle est intéressante à raconter si tu as envie de le faire. Oui, alors tout à fait. En fait, j'étais une jeune thanatopractrice et nous faisons parfois des soins au domicile. Après, c'est vrai que c'est des conditions un petit peu particulières, donc mes patrons m'épargnaient un peu. Mais ce jour-là, il m'a dit, écoute, il n'y a pas le choix, je dois t'envoyer dans un domicile. En plus, c'est quelque chose de très particulier, ça va pas être très drôle. Mais c'est une petite fille qui est décédée, elle avait 6 ans à peu près. Après, c'était une petite fille qui était malade, donc sa mort était entre guillemets programmée. Ses 2 parents, c'est important de le dire, étaient 2 soignants en fait, et la petite fille était hospitalisée à domicile. Donc quand j'arrive, on m'avait dit, je te préviens, t'arriveras, on attend que tu arrives pour que le papa descende sa petite fille. Donc en fait, j'arrive au domicile et là je vois le monsieur qui descend sa petite fille de 6 ans morte dans ses bras, qui la porte dans ses bras de l'étage jusqu'à la pièce où je vais devoir œuvrer pour faire les soins de conservation. La maman aussi était soignante et la famille avait émis le souhait de, si possible, l'habiller eux-mêmes, ce qui se fait parfois. J'avais proposé dans ce cas-là soit de les laisser tous les deux dans l'intimité avec leur petite fille, soit de les accompagner au cas où ils aient besoin. Donc ils avaient accepté ma présence. Donc on a habillé la petite fille. Et quand tout était fini, donc je vais pour sortir de la pièce en les laissant tous les deux. Et là, le monsieur me pose la main sur mon épaule et me dit « Ça va, ça n'a pas été trop dur pour vous ?» Et à chaque fois que je raconte cette anecdote, c'est encore le cas, je viens de la raconter il y a 5 minutes, mais j'ai encore des frissons. Parce que justement pour moi, c'est la plus belle leçon d'humanité, d'altruisme et d'empathie que j'ai jamais vue. C'est-à-dire ce monsieur qui venait de perdre sa petite fille de 6 ans, qui était soignant, c'est vrai, mais avait encore la notion de se dire que quelqu'un qui avait pu s'occuper d'un enfant pouvait être touché et malheureux de cet acte, et donc me demandait si j'allais bien, et moi j'ai dû bafouiller bêtement quelque chose dans le genre ça serait plutôt à moi de vous poser la question, mais c'est vraiment pour moi un des plus beaux souvenirs de ma vie, même s'il est un peu triste. Voilà. Eh bien, on va finir sur peut-être des conseils pour les gens, parce que tout le monde sera confronté à la mort. On est d'abord confronté à sa propre mort et on a beaucoup de mal à en parler avec son conjoint, ses amis, sa famille, ses enfants, ses petits-enfants. Et pourtant, plus c'est préparé, moins c'est douloureux peut-être. Alors comment on fait ? Est-ce que tu sais comment il faut faire, ou est-ce que tu as des idées sur comment il faut faire ? Parler de la mort ne fait pas mourir, déjà. C'est une chose à savoir. Donc en fait, justement pour éviter que notre famille, nos proches soient démunis le jour où ça arrivera, parce que
On pense tous qu'on va mourir dans notre lit à 80 ans. Malheureusement, là je vous parle, ça se trouve demain je serai morte, j'en sais rien en fait. Tout peut arriver, je peux faire un AVC, je peux faire une chute, je peux me faire renverser par une voiture, je peux faire une crise cardiaque, enfin tout peut arriver. Rien n'est acquis. Donc en fait ce qui est important pour tout le monde, c'est de déjà dire ce que l'on souhaite à ses proches pour qu'eux ne se retrouvent pas seuls. Dites si vous souhaitez une inhumation ou une crémation. C'est important. Ils sauront pas quoi faire forcément. Dites si vous souhaitez une cérémonie civile ou religieuse. Dites, je sais pas, parlez peut-être des musiques que vous voulez à vos obsèques, parlez peut-être des vêtements que vous aimeriez porter. N'hésitez pas à en parler. Et si vraiment vous n'avez pas de proches, parce que ça peut arriver, vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle un contrat obsèques chez les pompes funèbres. C'est-à-dire que vous allez chez une société de pompes funèbres et vous leur dites, moi quand je mourrai, voilà, je voudrais que ça soit comme ça, voire limite. Ça ne fait pas mourir, je le répète, choisir votre cercueil, pourquoi pas choisir un certain nombre de choses, un certain nombre de prestations, des soins de conservation ou une toilette, plein de choses comme ça. Donc ça c'est vraiment important parce que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous fera pas mourir et je vous assure que ça adoucira vraiment, ça facilitera le travail de deuil de vos proches. Et je terminerai juste par une petite phrase à la fin parce que moi je l'ai vu parfois malheureusement et les gens n'y pensent pas. La chose la plus importante, dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Si vous n'arrivez pas à leur dire de vive voix parce que vous êtes trop pudique, écrivez-leur une petite lettre, posez-la sur leur table de chevet, postez-la, laissez-la dans la poche d'un vêtement, non parce qu'ils le trouveront pas. Dites aux gens que vous les aimez parce que moi je me souviendrai tout le temps d'une dame dont la maman était morte et qui me dit « mais c'est horrible, je lui ai pas dit que je l'aimais, je pensais pas qu'elle allait mourir là. » Donc pensez-y. Ça ne fait pas mourir, dites aux gens que vous les aimez, c'est la plus belle des choses qu'on puisse faire. On peut pas finir mieux cet entretien avec Nathalie, je la remercie beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure.